La question de l'occupation de l'espace public par les femmes, c'est une question qui existe depuis quelques années maintenant. C'est sûr que quand par hasard il y a un problème, je ne sais pas si le fait d'être une femme génère plus de problèmes. Par contre, c'est sûr que je me sens vraiment plus en situation peut-être d'insécurité que si j'étais un homme. Bonjour Émilie. Salut Guillaume. On va parler de plein de choses aujourd'hui, on va parler de photos évidemment. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion pour que tu te présentes, que tu nous dises comment tu es arrivé à la photo, depuis combien de temps tu en fais, quel genre de photographie tu fais. Ok, et bien donc je m'appelle Émilie, je suis parisienne, née à Paris et j'y ai passé l'essentiel de ma vie. Je viens d'une famille qui aime, je pense, qui a une culture et un goût pour l'image, que ce soit la peinture ou la photo. Et donc j'ai du mal à dire quand est-ce que j'ai commencé parce que j'allais dire tout le monde chez moi a toujours eu un appareil photo. Okay. Donc moi j'en ai eu un aussi assez tôt. Et puis quand je partais en voyage ou en vacances en famille, j'ai toujours eu l'habitude de faire des photos avec un vrai appareil entre guillemets. D'accord. Donc c'était plutôt de la photo de vacances, de voyage. Plutôt de la photo de voyage à l'origine. Mais sachant que je m'intéressais à la photo aussi et que donc je regardais déjà des photos de photographes plutôt de rue. D'accord. Et j'ai eu un vrai point de bascule au moment du Covid, pendant le confinement. Parce qu'en fait, je trouvais que le travail occupait beaucoup de place et donc j'avais vraiment besoin de ma balade quotidienne où j'ai commencé à faire des photos pendant les premiers jours. Et en fait, au bout de 10 jours, je me suis rendu compte que j'avais fait une photo par jour et je me suis lancée à moi-même le défi d'en faire chaque jour jusqu'à la fin du confinement. D'accord. Sachant qu'à ce moment-là, j'étais très naïve parce que je n'avais pas du tout imaginé que ça allait durer 55 jours. Autant te dire qu'au bout du 50e jour, j'étais quand même... je puisais dans mes dernières ressources de créativité et d'inspiration. Mais tu as quand même tenu 55 jours. Et oui, j'ai tenu 55 jours, voilà. Et je pense que du coup, je me suis mise à ce moment-là à la fois à développer une pratique de la photo beaucoup plus quotidienne. D'accord. À sortir vraiment de la photo de voyage parce que je n'ai photographié que mon quartier, qui est d'ailleurs celui dans lequel on est en train de se promener. D'accord. Ça m'a aussi permis de me mettre à montrer mes photos parce que jusqu'à présent, je n'osais pas du tout le faire. Et le fait qu'on soit confiné faisait qu'on était beaucoup plus dans le partage, que ce soit par des groupes WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. Et donc je me suis mise à les montrer sur Instagram et à me rendre compte qu'en fait les gens étaient vraiment contents de les voir et que ça permettait vraiment de créer du lien et de partager. On s'arrête là parce qu'il faut que tu nous parles de ça, là. Oui, tac. tout à fait. C'est la première photo que tu voulais nous montrer. Alors c'est vrai que là comme ça c'est difficile à croire, mais la première photo que je voulais vous montrer a été prise ici. Donc on est rue du Faubourg du Temple. Cette rue elle était quasiment complètement vide. Et donc j'ai pris une photo d'une souris qui est en train de traverser la rue. D'accord. Et donc en fait on voit juste son ombre et puis on voit un humain qui est en train d'arriver. Et je trouvais qu'il y avait un côté très presque western dans cette espèce d'affrontement de la rue rendue un peu aux animaux parce que moins de présence humaine. Et puis un humain qui traînait par là. Donc il y avait un côté western, fin du monde que je trouvais... intéressant dans le contexte dans lequel on était à ce moment-là. Et puis je dirais qu'il y a eu un nouveau point de bascule qui était très récent en fait, en fin d'année dernière, donc fin 2023. Parce que du coup j'ai eu la chance de participer à une expo lors de laquelle j'ai exposé à côté de plein de photographes de rue parisiens ou internationaux et j'ai rencontré à cette occasion des photographes géniaux que j'adore à la fois en tant que photographe et en tant que personne. D'accord. Et donc ça a encore renforcé cette dimension collective de la photo que j'imaginais pas du tout jusqu'à présent. Et moi ça me donne un vrai dynamisme, une vraie envie d'aller prendre des photos, de progresser, parce qu'il y a vraiment ce côté social qui s'est développé aussi à ce moment-là. Tout à l'heure tu nous disais aussi que tu avais pris une année sabbatique pendant laquelle tu t'es investi plus dans la photo. Est-ce que tu as senti une amélioration à ce moment-là? Alors, oui, je pense que je l'ai senti. Il se trouve que ça a aussi coïncidé avec le moment dont je te parlais tout à l'heure, qui était celui où j'ai participé à une première expo collective. Donc,
c'était aussi un moment où j'avais plus de temps. Donc c'est vrai que tout s'est mis en place un peu au même moment. D'accord. Et après, sur le temps à passer, récemment, je discutais avec plusieurs photographes, dont Elsa Le Baratou, que j'aime beaucoup et que je connais bien, qui elle fait un challenge 100 jours d'affilée à faire une photo par jour. Ouais. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait énormément de photographes qui croyaient fondamentalement à cette méthode pour progresser. Donc je pense que ça fait partie des choses que je vais essayer de faire un peu plus à partir de maintenant. Alors, de me forcer à être vraiment régulière. Je vais faire un peu de publicité parce qu'il y a un exercice qui est vachement pratique, qui est vachement intéressant. Ça s'appelle le 365, c'est une photo par jour pendant 1 an. L'idée, c'est de lancer quelque chose. Et en fait, tu le vois. C'est-à-dire que sur tes photos, tu vois que tu t'améliores, pas de jour en jour, mais tu vois que le fait de sortir régulièrement, de t'imposer effectivement une sortie photo pour produire quelque chose, tu le sens. Mais effectivement, c'est du travail de longue haleine, quoi. Et donc, tu voulais te lancer dans un projet? En tout cas, l'idée de mettre plus de régularité dans ma pratique, même quand les conditions ne sont pas forcément très favorables, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'aider à évoluer. Je ne suis pas sûre de me lancer dans un challenge pareil, mais voilà. Dans l'intention, je pense que cette idée de régularité, elle est vraiment très utile. J'ai la chance d'avoir une partie de mon vendredi, ce qui peut être l'occasion d'aller faire des balades. Et puis surtout, c'est ce que j'ai commencé à faire pendant le Covid. J'essaye vraiment d'aller vers une pratique plus quotidienne de la photo, donc j'ai changé d'appareil. Tu vois, j'avais un réflexe classique. Là, je suis passée à un hybride chez Fuji. Et c'est vrai que du coup, ça me permet de l'avoir tout le temps avec moi. Et ça change vraiment mon approche. C'est un X100V, c'est ça? X Pro 3. Il est tout petit, il est hyper léger. Alors en plus, quand tu as la chance de venir du réflexe, alors, en plus moi j'avais eu l'idée, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais d'emmener un plein format en voyage. Bon, autant te dire que là, pour moi, je ne porte rien. Parce que j'ai changé de focale en même temps. D'accord. Donc là j'ai un 18. Waouh. Ah oui, c'est... Mais donc équivalent, non mais attends, c'est pas du plein format. Hein, donc. Ce qui fait que ça change aussi ma façon de me positionner dans l'espace. Donc ça a vraiment renouvelé ma façon d'aborder la photo. Parce qu'avant, tu avais un appareil plein format et tu étais sur quelle focale? Avant, j'étais sur des zooms, je devais avoir du 18-50. Donc j'étais pas du tout, j'étais très peu en focale fixe, sauf éventuellement pour faire des portraits en basse lumière. Mais voilà, j'avais pas du tout la même approche de la photo. Le fait aussi d'avoir une focale fixe, est-ce que ça a changé tes habitudes? Je pense que ça m'oblige à me rapprocher des gens quand j'en veux dans mon cadre. Ce qui pour moi pose quand même une question assez intéressante sur justement la juste place que toi tu trouves en tant que photographe par rapport aux personnes que tu prends en photo, tu vois. Moi, j'ai pas du tout envie d'être intrusive et je pense que j'ai une forme aussi de réserve par rapport aux personnes que je peux croiser dans la rue. Donc c'est aussi un questionnement que j'ai en ce moment. J'essaye d'aller parler aux gens quand ils sont vraiment dans le cadre pour expliquer ce que je suis en train de faire et souvent c'est assez bien reçu. Et tu vas leur parler avant ou après? Non, surtout pas avant. Surtout pas avant parce que sinon ça change leur attitude et donc ça fausse tout. Mais parfois il m'arrive de prendre ma photo tout en leur disant « vous inquiétez pas, je vous explique juste après ce que je suis en train de faire ». Et ça en général ça marche assez bien. Après je fais aussi des photos où je pense que j'espère être assez respectueuse, tu vois, de la dignité des gens. Pour moi il n'y a pas vraiment matière à être gênée par les photos que je fais. Après je peux comprendre qu'on n'ait pas envie d'être pris en photo par quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue. C'est une problématique effectivement qu'on rencontre tous les photographes qui font de la photo dans la rue. Et après, effectivement, chacun l'approche de façon différente. Mais donc, jamais, au grand jamais, tu n'as eu de problème avec les gens qui sont venus te voir en disant bon, vous effacez la photo ou Si, j'en ai déjà eu. J'en ai déjà eu. J'habite pas très loin de Belleville. D'accord. Il m'arrive d'avoir des problèmes, ça reste des problèmes mineurs, mais de gens qui vont s'imaginer que je suis en train de surveiller ce qu'ils font. D'accord. J'entends ce langage, j'entends ce discours depuis quelques mois maintenant, ou quelques années. Vous êtes de la police, vous avez un appareil photo. Il y a un truc avec...
j'ai l'impression qu'il y a une transformation de la société. Et peut-être est-ce que le fait aussi que tu sois une femme, est-ce que ça change pas la perspective des gens? Moi, j'ai la chance de vivre dans des endroits où globalement, je me sens en sécurité. D'accord. Donc je ne suis pas sûre que dans mon cas personnel, sur l'essentiel de mon temps, ça joue. Pour autant, la question de l'occupation de l'espace public par les femmes, c'est une question qui existe et qui est posée depuis quelques années maintenant. C'est sûr que quand par hasard il y a un problème, je ne sais pas si le fait d'être une femme génère plus de problèmes. Par contre, c'est sûr que je me sens vraiment plus en situation peut-être d'insécurité que si j'étais un homme. Un peu plus loin, là à gauche, en fait, c'est là que j'ai pris la photo du couple dans le café derrière la vitre. Donc, si tu veux, on peut y aller. C'est intéressant. Et puis tu me disais que cette photo, elle est significative de la façon dont ta photo s'est transformée et de ce que tu recherches maintenant plus en photo. En tout cas, de ce qui retient mon attention. Oui, je pense qu'elle est assez représentative. En fait, on voit deux personnes derrière une vitre. Et puis, dans une autre partie de la vitre, on voit un homme qui monte un escalier et qui a l'air de partir. Et donc, tout ça derrière une vitre un peu embuée, parce que c'était une grosse soirée, qu'il était tard, qu'il faisait un peu froid, etc. D'accord. Donc, j'allais dire que ça a retenu mon attention à la fois sur la forme. Parce que oui, j'aime bien... comme beaucoup de photographes de rue, la matière, la vitre, etc. Enfin, ce truc un peu d'espèce de frontière entre la réalité et la fiction que je vois, que je trouve un peu quand des gens sont un peu dans la brume ou dans le flou. Et du coup, pour moi, cette photo, en tout cas, en voyant cette scène, moi, je me suis imaginé une histoire. Et je me suis imaginé un mec déçu qui partait alors que l'autre lui avait plus ou moins pris la place qu'il espérait avoir. Voilà. Donc c'est bien mon imagination là qui parle, parce que j'en ai pas la moindre idée. C'est super intéressant. Donc tu essaies de construire un récit avec ce que tu vois, c'est ça? Ça doit être super compliqué à construire, parce que tu as ta vision de la photo et puis tu as ce qui se passe vraiment devant. En fait, je ne sais pas si j'essaye, et ça me vient de façon assez naturelle. D'accord. Pour moi, c'est un peu... Tu sais, quand tu t'assieds en terrasse et que tu regardes les gens passer, et que tu te dis, ou tu es dans le métro, tu regardes les gens et tu te dis, qu'est-ce que c'est sa vie? Et là, ce sac, qu'est-ce qu'il porte dedans? Et où est-ce qu'il ou elle va? Tu vois? En fait, c'est un peu la même chose. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. C'est cool, effectivement. Donc, tu t'intéresses vraiment aux gens? Alors, en fait, pas vraiment. Et c'est là que je suis pas... pour le moment dans une approche documentaire et que j'aimerais bien y aller un petit peu plus. Là, c'est vraiment de l'imagination, mais je pense qu'en tout cas, le fait de s'imaginer ce que pourrait être la vie des autres, finalement, ça fait aussi travailler, certes, notre imagination, mais aussi notre empathie. Parce que, bon, à la limite, j'allais te dire, peut-être que c'est pas vrai, mais peut-être que ce que j'imagine, c'est vrai pour d'autres gens ailleurs, tu vois. Donc, finalement, c'est pas si grave. C'est ta réalité à toi du moment sur la photo? Exactement. Alors, cette photo en question, voilà, elle a été prise juste là. Tu as de très belles vitres qui raviraient plein de photographes de rue. Et donc, c'est ton quartier privilégié pour faire des photos? Exactement. Mais j'habite j'habite très très près de là où on est. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas que c'est mon quartier... oui, c'est mon quartier privilégié, j'allais dire... Bon, d'une certaine façon par choix, puisque j'ai quand même choisi d'y habiter, mais j'allais dire pas par choix non plus, parce que comme je te dis, quand je suis prise dans ma vie quotidienne, je descends, je suis là, donc forcément, je fais beaucoup de photos par ici. D'accord. Je trouve que le fait de photographier dans son quartier, on en parlait tout à l'heure, moi je suis pas une pêcheuse, je suis plutôt une chasseuse, je marche... Et voilà, il y a des endroits qui me parlent, ça m'arrive de rester un peu, mais je reste jamais très longtemps. Mais je trouve que le fait de faire des photos dans ton quartier, ça te permet de repérer des endroits et de te dire, la prochaine fois que je vais passer, je prêterai attention à cet endroit. Tu vois, par exemple, regarde, on est en face de cette banque qui, qui, vu le contexte politique, donc a été... je pense que c'est lié...
il est possible que ce soit lié aux élections et qu'ils aient peur que des gens viennent casser la vitrine. Mais en fait, je trouve quand même ces plaques de métal assez intéressantes. Et tu vois, du coup, j'y prête attention quand je passe en me disant un jour peut-être la lumière sera la bonne et un jour peut-être il se passera quelque chose à cet endroit. Ah oui, effectivement, si la lumière se reflète sur des barres métalliques, ça... Voilà, là comme ça, c'est pas forcément très frappant, mais je crois beaucoup à cet endroit. Mais ça, tu pourrais aussi le faire dans un autre quartier que le tien? Cette observation des choses... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, je suis dans une approche très rationnelle et pratique. Voilà. Ça me prend littéralement 1 minute 30 de venir ici. Puis ce qui est génial avec ce quartier, c'est qu'il y a une grande mixité sociale et il y a des couleurs, il y a... Oui, alors en effet, c'est un des côtés très sympas de ce quartier. C'est la grande diversité des styles de personnes qui y vivent ou qui y travaillent en tout cas. J'ai pas l'impression qu'en fait, il y ait énormément de gens sur tes photos. Pour moi, c'est une vraie question de... Alors je pense que c'est une forme de timidité de ma part. Ok. Et c'est aussi une question de... Et j'allais dire presque de consentement finalement. Et de juste limite que tu places entre toi et une personne en fait que tu ne connais pas et qui n'a pas demandé à être sur ta photo. Et je pense que du coup, je ne sais pas si peut-être qu'il y a un certain confort, mais en tout cas, c'est vrai que mon style de photo, c'est plutôt des plans un peu larges qui mettent en avant une ambiance et de la lumière, peut-être plus que des personnes. Si c'est la lumière et les formes et le contraste qui t'intéressent, oui. Il y a certains moments dans l'année où tu dois être un peu malheureuse. Je me rabats sur les vitres embrumées, tu vois. D'accord. C'est ma stratégie. En fait, c'est la moitié de l'année à faire des photos de gens derrière des vitres et l'autre à faire des ombres portées de feuilles d'arbres sur des murs, voilà. Non, j'exagère, je suis un peu dure avec moi-même. La photo saisonnière. Exactement. Et en même temps, ça oblige à se réinventer, tu vois. Enfin, justement, il ne faut peut-être pas tomber dans la photo saisonnière. Et voilà, passer plus de temps à travailler sur des compositions quand l'ambiance, la lumière d'ambiance n'est pas idéale. J'essaye aussi de voir ça comme une façon de me réinventer dans mon approche de la photo. Alors comment tu travailles pour te réinventer ? Est-ce que tu vas faire des exercices ? Est-ce que tu vas t'astreindre à je sais pas, chercher tel genre de composition Je réfléchis. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, se nourrir de beaucoup de photos d'autres photographes. Okay. Je pense que l'idée de faire des photos, peut-être pas tous les jours, mais de se forcer à avoir une pratique régulière, même quand on n'a pas l'impression que les conditions sont réunies, c'est aussi une bonne façon de faire. Et après, la troisième, mais qui est encore... vraiment très émergente, c'est que moi j'aimerais bien essayer de faire des projets de plus long terme, avec des narrations un peu plus construites. Tu penses à quoi quand tu dis ça ? Alors c'est des choses qui sont encore au stade de l'idée, et que j'ai pas encore vraiment travaillé, mais j'ai deux idées en tête très différentes l'une de l'autre. Il y a un quartier pas très loin d'ici, dans lequel j'ai fait quelques photos. La Goutte d'Or ? Non, un plus petit quartier où j'ai fait une photo de joueurs de basket en train de jouer. Voilà, plutôt des silhouettes de joueurs de basket. Et je me dis que c'est un quartier qui est près d'ici, qui est sur une zone assez restreinte, que je connais pas si bien, et que ça pourrait peut-être être intéressant d'y passer plus de temps pour documenter un peu plus la vie sur place. Ça, c'est une possibilité. Et l'autre, ça n'a rien à voir. J'ai une idée de récit familial un peu inspiré de choses que j'ai vues dans ma propre famille en faisant de la généalogie. Et là, c'est quelque chose que je voulais initialement faire en podcast, mais je me demande si ça pourrait pas être l'objet aussi d'un projet photo. Et là, ce serait plus sur comment photographier l'absence ou plutôt la disparition, ou l'idée de travailler sur l'idée de mémoire, de souvenir, de ce qu'on veut garder, de ce qu'on ne veut pas garder. Donc il y a tout un travail, je pense, de recherche à faire sur qui a photographié sur ces sujets et comment. Tu me parlais tout à l'heure d'un photographe, effectivement, qui était à la frontière
la photo de documentaire et la photo de rue? Oui, je te parlais de Cyril Abad, qui est photojournaliste, qui fait aussi de la photo de rue. Et je trouve qu'il a un propos intéressant. Alors, il est assez critique avec la photo de rue. D'accord. Parce qu'en fait, il dit que souvent avec la photo de rue, on est beaucoup dans dans une sorte de performance, de sortir la bonne photo qui fait plaisir à tout le monde. Ouais. Et je pense qu'il a raison, en partie. Et qu'il faut utiliser la photo de rue pour aller faire des choses beaucoup plus construites. Et lui, il a fait ça, par exemple. Il a fait plusieurs séries assez intéressantes aux États-Unis avec cette approche-là. Il travaille aussi sur les pays baltes, où il a beaucoup réfléchi à qu'est-ce qui symbolise et incarne en fait. Qu'est-ce qui est très caractéristique de l'identité de ces pays. D'accord. Et en fait, je crois qu'il le garde un peu en arrière-plan dans son esprit quand il va se promener et faire de la photo de rue. Et que du coup, ça lui permet d'avoir des séries beaucoup plus construites. On va arriver à un endroit où Oui. tu as fait une photo et tu disais que tu n'avais pas forcément grand-chose à dire sur la photo, alors que moi, oui. Je pense qu'il y a plein de choses à dire. D'accord. Donc je vais te cuisiner, t'inquiète pas. Ok, c'est parfait. Parce que donc, tu t'es posé là. Alors, c'est vrai que c'est marrant quand on arrive de se dire voilà, que moi je voulais montrer une photo faite ici. Voilà, je te laisse admirer. Alors, cette magnifique benne verte est maintenant derrière une grille. Donc du coup, c'est vrai que ça perd un peu de... Je crois qu'au moment où j'ai pris la photo, on voyait cette benne. Ouais. Donc voilà, je pense que j'ai été attirée par cette couleur et par une espèce de joyeux bazar qu'il y avait devant juste à ce moment-là. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un travail de composition, c'est-à-dire qu'effectivement, comment sont positionnés les gens. On voit quand même que tu as attendu, tu disais que tu étais plutôt chasseuse. Là, dans ce cas-là, tu t'es muée en pêcheuse. Combien de temps tu as attendu avant de faire cette photo? Pas si longtemps, je dirais. Je pense que j'ai dû rester 2 ou 3 minutes, pas plus. C'est beaucoup les couleurs qui attirent mon attention aussi, parce que les photographes que j'aime, c'est les premiers photographes couleurs. Donc je pense que ça a un peu formé ma façon de regarder les choses. D'accord. Et oui, j'ai attendu 2-3 minutes. En fait, il se passait plein de choses. Il y avait un joyeux bazar avec plein de gens très différents. Enfin, c'était assez emblématique en fait du quartier. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, tes inspirations. Tu vas avoir plein de noms de photographes à me donner. Déjà, il y a un peu les anciens. Je sais que tu veux aussi qu'on parle de gens encore vivants et pas trop vieux. Tu vas avoir effectivement une liste et puis après on parlera des moins de 80 ans. Alors, je commence par les anciens quand même. Comme beaucoup de gens, tous les pionniers de la photo couleur américain des années 60. D'accord. Et notamment Ernst Haas et notamment bien sûr Saul Leiter. Ok. Dans les anciens aussi, j'aime beaucoup Elliott Erwitt et je suis très admirative en fait de la diversité des choses qu'il a pu faire. Oui. Voilà, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait des choses aussi variées. Même si, cela dit, Saul Leiter, en fait, quand on creuse, faisait de la peinture, a fait de la photo de mode, a fait de la pub, a fait du portrait, a fait de la rue. Enfin, il a fait vraiment énormément de choses aussi. Son leitmotiv, c'était la peinture. Et effectivement, à un moment donné, il gagnait sa vie avec la photo de mode et il a envoyé tout bouler en disant « Vous me faites chier, moi, c'est la peinture, mon truc. » La suite logique de ça, parmi des gens âgés, mais quand même... Vivants. Il y a quand même Harry Gruyert qui est dans la suite... pour moi, c'est la même veine que Saul Leiter, Ernst Haas, etc. Je sais pas, il y a un documentaire sur lui qui est super sympa. Les enfants racontent que certaines fois, ils étaient sur la route des vacances, ils s'arrêtaient parce qu'il avait vu un truc, il est planté pendant 3-4 heures, il allait faire des photos. Après, j'aime beaucoup aussi, moi, les photojournalistes. Toute l'équipe de Libé. D'accord. Il y a pas mal de gens assez connus, donc il y a Audio Bobby, il y a Martin Colombet, il doit y avoir Cyril Zanetacci aussi dans la même bande. Je trouve que c'est des mecs qui sont photojournalistes, mais qui ont avant tout un regard d'auteur, ils ne sont pas là pour faire de l'illustration. Ils sont vraiment là pour apporter un regard complémentaire à celui des journalistes. Donc, eux, je les aime vraiment beaucoup. Le potentiel de Street est incroyable. Je le vois à ta tête. Dans les photojournalistes qui sont à la frontière, qui ont pour moi un regard incroyable, il y a quelqu'un qui s'appelle Nadav Kander. D'accord. Je ne sais pas si tu le connais, il a bossé pour le New York Times et pour des très très grands journaux internationaux.
Et il a notamment une série qui s'appelle sur le Yangtze. D'accord. Qui s'appelle The Long River. Ok. Qui est absolument magnifique. Pour moi, on dirait des tableaux. C'est des plans assez larges avec des personnes, des personnages qui sont vraiment tout petits. Et je sais qu'il a voulu travailler sur justement le côté, le mastodonte chinois et à quel point on est petit en fait en tant qu'individu. D'accord. Face aux forces qui sont en présence et aux changements qui sont en train d'arriver. Donc lui, c'est vraiment un photographe que j'adore. Après, tu as des gens, je continue, 3e catégorie. Ouais. Tu m'as demandé des gens vivants. Ah, mais oui. J'y vais, c'est parti. Après, il y a des projets qui, pour moi, sont... c'est à la frontière entre l'art et le documentaire. Ouais. Notamment, quelqu'un qui s'appelle Julien Coquentin. D'accord. Qui a écrit un livre qui s'appelle Oreilles coupées sur le retour du loup dans l'Aubrac. En fait, il a croisé des archives départementales et des photos d'aujourd'hui, soit des photos d'habitants de la région, soit des cyanotypes qu'il a fait dans la forêt, ou c'était pas des cyanotypes, mais il a utilisé plein de techniques très différentes. D'accord. Pour documenter, mais de façon très sensible, j'allais dire, la façon dont le loup est perçu, dont il a été perçu à l'époque et dont il est perçu aujourd'hui. Et dans le même registre, il y a Yann Gross et Arguigné et Splendon, je crois, désolée si j'écorche son nom, qui ont fait un projet magnifique qui s'appelle Aya. En fait, ils sont partis sur les traces d'un des photographes qui a photographié l'Amazonie, je crois, au 19e siècle. Et donc là aussi, ils mélangent des images d'archives et des photos contemporaines qu'ils sont allés faire en Amazonie péruvienne. D'accord. Pour vraiment réfléchir au regard qu'on peut porter parfois comme photographe sur les autres cultures, la façon de le déconstruire. Et puis aussi à la façon dont on envisage nos liens en interculturel, et puis aussi avec le vivant, parce qu'alors eux ils ont aussi travaillé, c'est marrant, il y a quand même pas mal de parallèles entre ces deux bouquins. Ouais. Ils ont aussi travaillé sur des techniques un peu innovantes, parce qu'ils ont trouvé des plantes en Amazonie qui sont des plantes photosensibles, et en fait ils s'en sont servis pour développer leurs photos de forêt, ce qui donne des couleurs absolument incroyables. Et c'est vraiment un bouquin hyper intéressant que j'adore. Et tous ces gens-là, ils te donnent, c'est eux qui t'inspirent pour faire pour développer les projets dont tu parlais tout à l'heure, un peu personnels. Ah bah, ce serait génial de réussir à m'en inspirer. Mais alors après, c'est des gens que j'adore en tout cas, ouais, et des projets que j'adore. On s'est arrêté là parce que il y a une de tes photos qui a été prise là. Au moment où j'ai pris cette photo, il y avait en face de ce resto une sorte de fresque en street art. D'accord. Qui était en fait qui cachait en fait un mur en travaux. Ok. Et donc en fait cette photo c'est une superposition, donc ça c'est vrai que ça fait partie des choses que j'aime bien. C'est une superposition de cette fresque qui est très emblématique de cette rue, parce qu'on est dans une des grandes rues du street art à Paris, la rue des Noyers. On voit un mec qui passe qui a clairement un style typique d'habitants de Belleville. D'accord. Et sur un troisième plan, on voit des verres en cristal. Et ça, c'est assez emblématique du quartier aussi, qui est en train de se boboiser, enfin, voire embourgeoiser mort. Et donc voilà, et donc en une seule photo, on a ces trois choses-là. Et puis, donc, c'est une photo que j'aime bien. D'accord. Et c'est une photo qui est importante pour moi aussi, parce que en fait, c'est un reportage que j'avais fait pour une revue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pays, qui est une revue indépendante. Ok. Qui en gros part du local et d'exemples très spécifiques pour parler d'enjeux d'actualité nationaux beaucoup plus larges. Et donc là, c'était un numéro dédié à Belleville. Est-ce que ça ne te donne pas envie de te professionnaliser, ça ? Mais c'est sûr que moi, j'ai une espèce de fantasme autour de la vie de photojournaliste en reportage. Ouais. Et en même temps, de façon tout à fait rationnelle, je pense que c'est une vie qui est à la fois passionnante, mais hyper difficile. Quand tu inviteras des photojournalistes, tu pourras leur demander. Absolument. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour de tes inspirations ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dont tu voudrais parler ? En fait, en réfléchissant à mes inspirations et à ceux que j'aimais, je vois toujours à quel point en fait, c'est que des noms d'hommes qui ressortent. Oui. Et en fait, ça m'agace vraiment, parce que des photographes féminines, il y en a plein. De talent et de talent, donc c'est pas du tout la question. C'est qu'en fait, il y a un vrai sujet de visibilité
visibilité des femmes photographes. C'est en train de changer parce qu'il y a des communautés de femmes photographes qui se structurent. Ouais. Très récemment, Latifi Baudet a organisé une expo avec 100 femmes photographes de rue du monde entier. Ça vient de se terminer là. C'était très chouette et ça a permis de mettre en avant plein de femmes. Donc on peut retrouver tous les noms sur la fiche de l'expo. Ok. Je peux t'en citer deux. Alors une que je connaissais déjà qui est Valérie Six, que j'adore, qui a des compositions merveilleuses, des lumières incroyables. Orietta Spinola qui fait des clairs-obscurs superbes. Ouais. Plutôt que de me dire, voilà, qu'est-ce que tu considères comme étant une belle photo, c'est de faire l'exercice mental. Disant, qu'est-ce que dans tes photos tu considères comme des belles photos et pourquoi? Alors, je pense à deux photos que j'aime bien. Ouais. C'est toujours difficile de les commenter parce que je pense qu'en fait, en photo de rue, en tout cas moi dans mon approche, en réalité, il y a quand même beaucoup d'intuition. Ouais. C'est plus en fait a posteriori, en regardant des séries ou plusieurs photos faites dans le temps que des sujets apparaissent. Ok. Je trouve que c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire évoluer, mais pour le moment, c'est ça la réalité. Alors, je pense à deux photos. Ouais. Une que j'ai faite en 2020 sur un quai de Seine pendant Paris-Plage. Sur ma droite, il y avait une espèce de grand caisson de genre container, en fait, rouge. Et juste après, il y avait un brumisateur. Et là, j'arrive et un mec se met sous le brumisateur. Et clairement, on avait l'impression que... Enfin, pour moi, c'était une apparition, parce que le brumisateur créait de la fumée, il y avait une espèce de lumière de derrière. Et pour moi, c'était presque cinématographique. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait un chef opérateur qui était passé par là pour installer un projecteur. Ensuite, c'est marrant, on m'a dit plusieurs choses de cette photo. Ouais. Il y a des gens qui m'ont plutôt parlé de théâtre. Okay. C'est vrai que c'est drôle parce que ce container, en fait, il est rouge. Et c'est presque comme un rideau, en fait, qui s'ouvre sur un acteur principal. Et il y a encore une autre personne. Ouais. Qui m'a dit qu'il y avait un côté social dans cette photo. D'accord. Parce que je pense qu'en effet, moi aussi, je me suis imaginé que ce mec qu'on voit sur la photo, je sais pas, c'était peut-être un réfugié, c'était peut-être un SDF, enfin, on savait pas trop. Mais c'est vrai que moi aussi, ça a généré ça chez moi. Okay. Donc je trouve ça... Enfin, moi, j'aime l'ambiance, j'aime la lumière de cette photo. Et en fait, j'aime aussi voir que quand les gens en parlent, ça leur inspire plein de choses différentes. Il y en a une deuxième que j'ai prise sur un marché de nuit au Laos. Enfin, c'était même pas un marché, c'était un petit stand de street food au milieu d'une rue vraiment hyper banale du centre de Vientiane. Ouais. Et là, je trouve qu'il y a pas mal de parallèles finalement avec la photo dont je te parlais juste avant. Parce qu'en fait, dans les deux cas, moi, j'ai eu l'impression d'avoir une espèce d'apparition, quoi. D'être dans un truc très quotidien, où je n'avais aucune attente particulière, où tout d'un coup surgit une scène qui, pour moi, est digne d'un film. Et donc là, c'était un stand de cuisine de rue, avec des choses en train de cuire, donc de la fumée. Et puis, attention, te fais pas... une sorte de lumière un peu en clair-obscur. Et ça m'a vraiment plu. Puis là, en plus, c'était une femme qui vendait de la nourriture avec sa fille, donc il y avait quelque chose d'assez attendrissant aussi. D'accord. Si tu avais le nom d'une personne à me donner pour un prochain épisode, on ferait appel à qui? Alors, il faut que ce soit une personne qui fasse de la photo de rue et plutôt sur Paris. Dans ce cas-là, il y a une personne qui répond aux deux critères et je te recommanderais d'inviter Elsa Le Baratou. D'accord. T'es pas la première personne à m'en avoir parlé. Ça m'étonne pas. En tout cas, merci beaucoup parce que c'était un instant très agréable qu'on a partagé. Merci pour moi aussi.